Tout a débuté par une erreur, du moins selon ce que prétendaient les autorités turques. Le 20 octobre 2022, des images granuleuses ont montré le lancement d'une fusée depuis Rize, s'élevant rapidement au-dessus de la mer Noire. La Turquie n'était pas vraiment nouvelle dans le domaine des fusées, mais quelque chose dans celle-ci était différent. Peu de temps après, les responsables turcs ont confirmé ce qui venait de se passer. Le pays venait d'effectuer le premier essai public d'un nouveau système de missiles balistiques appelé Typhoon. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre à son sujet, le missile qui est apparu de nulle part. En général, les présentations de missiles sont soigneusement orchestrées comme un acte de propagande, une occasion pour une nation un peu fière de se réjouir en sachant que ses ennemis sont certainement en train de prêter attention. Pensez au défilé de la fête nationale en Russie, en Chine ou en Corée du Nord, où d'énormes missiles monstrueux sont transportés dans les rues pour que tout le monde puisse les voir. Ça envoie clairement un message, n'est-ce pas ? Parfois, cela passe par des essais annoncés, des expositions de défense, des salons aéronautiques ou des vidéos soigneusement conçues empreintes de nationalisme. La Corée du Nord est particulièrement connue pour ce style, montrant souvent Kim Jong-un observant des lancements depuis des postes de commandement mobiles, faisant de son mieux pour imiter le célèbre docteur Denfer. La révélation du Typhoon n'était vraiment rien de tout cela. Toute l'affaire a tout de suite été présentée comme un dévoilement accidentel. Oui, peut-être, ou peut-être pas. Difficile de croire qu'un essai militaire de haut niveau ait été infiltré aussi facilement, mais j'imagine que des choses plus folles sont déjà arrivées. Quoi qu'on puisse dire à propos de ce lancement, il est rapidement devenu l'une des armes les plus commentées dans l'industrie de défense en pleine expansion de la Turquie. Le missile aurait parcouru plus de 560 km, soit 350 miles, avant de s'abîmer dans la mer Noire près de la ville portuaire de Sinop. Cela en a fait le missile balistique à la plus longue portée jamais testé publiquement par la Turquie. Jusqu'alors, les missiles produits localement par la Turquie étaient restés en grande partie dans la catégorie des missiles à courte portée, mais le Typhoon laissait entendre que le pays passait à la vitesse supérieure. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Surfshark. Beaucoup utilisent le Wi-Fi public sans vraiment y penser. À l'aéroport, à l'hôtel ou au café, votre téléphone se connecte et vous poursuivez votre journée. Le problème, c'est que beaucoup de ces réseaux ne sont pas particulièrement sécurisés, ce qui signifie que vos informations personnelles et votre activité de navigation peuvent être exposées bien plus que vous ne le souhaiteriez. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise Surfshark. Surfshark est une entreprise de cybersécurité qui aide à protéger tous les aspects de votre vie en ligne. Alors, au lieu de simplement penser à un VPN, pensez à sécuriser votre connexion Internet, vos informations personnelles et tous vos appareils au même endroit. Et une autre chose que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point beaucoup d'informations sont collectées pendant que vous naviguez ou faites des achats en ligne. Chaque recherche, chaque clic, chaque visite laisse une empreinte numérique. Surfshark rend vos activités en ligne beaucoup plus difficiles à suivre. Il dispose également de fonctionnalités de blocage des publicités, ce qui peut réduire une grande partie du suivi qui se fait en arrière-plan. L'application est incroyablement simple à utiliser et un seul compte couvre un nombre illimité d'appareils, donc vous ne protégez pas seulement un ordinateur portable ou un téléphone, vous protégez tout votre foyer. Payez un seul outil pour protéger toute votre vie en ligne. Rendez-vous sur surfshark.com/mega ou utilisez le code MEGA à l'achat pour recevoir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours, donc essayez sans risque. Retour à l'épisode du jour. Rivalité régionale. Pourquoi la Turquie insiste-t-elle autant sur son programme de missiles ? La réponse tient à la fois à des rivalités régionales anciennes et à l'incertitude sur l'avenir. La Turquie a une tradition bien établie de construction d'empire, mais c'est aussi une nation relativement jeune dans sa forme actuelle, et il y a plusieurs nations et ethnies qu'Ankara surveille de près. L'Empire ottoman, à son apogée, était une force avec laquelle il fallait tout compter, mais son déclin a été un processus long et laborieux qui s'est finalement terminé après qu'il a rejoint les puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale. Et, ils ont perdu, n'est-ce pas ? Alors que le sultanat a continué tant bien que mal jusqu'en 1922, c'était une période de changement dramatique où la nouvelle République turque a dû lutter pour sa survie. L'Empire ottoman a atteint son apogée à la fin du XVIIe siècle, contrôlant environ 5,2 millions de kilomètres carrés, soit environ 2 millions de miles carrés, en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Caucase. La Turquie moderne, en revanche, couvre environ 783 000 km², soit environ 300 miles carrés. Si vous faites le calcul, cela représente une diminution de 85%, une chute vertigineuse. La Turquie a perdu des territoires dans toutes les directions, et après sa défaite à la Première Guerre mondiale, les Alliés ont occupé de grandes parties de son ancien empire. La capitale ottomane, Istanbul, a été occupée par les forces alliées pour la première fois depuis la conquête de la ville en 1453,
Soudain, des siècles de colère accumulés par ceux qui avaient vécu sous la domination ottomane ont refait surface. Après la chute des empires russes et ottomans, les dirigeants arméniens ont revendiqué l'Anatolie orientale, considérée comme leur patrie historique. Les frontières proposées dans le traité de Sèvres auraient eux donné à l'Arménie un accès à la mer Noire et une grande partie de l'Anatolie orientale. Ensuite, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie voulaient dans toutes s'imposer dans la région sans chercher la destruction totale de la Turquie. Cette période a réduit les terres ottomanes à un niveau presque terminal, suscitant des craintes d'annexion par leurs rivaux. Bien que les Arméniens aient certainement eu des comptes à régler à la suite du génocide perpétré par les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale, qui a coûté la vie à jusqu'à 1,5 million d'Arméniens, c'était la Grèce qui représentait la principale menace. Sous l'impulsion des puissances alliées, la Grèce a déployé des troupes à Smyrne, Izmir, pour sécuriser une région d'Anatolie occidentale à forte population grecque. Ce qui s'ensuivit fut un conflit sauvage qui s'est rapidement transformé en une lutte pour l'avenir des deux nations. Sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, les forces nationalistes turques ont progressivement repoussé les Grecs vers la côte. La guerre a culminé avec la reprise de Smyrne en septembre 1922 et l'effondrement de la campagne grecque. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés, des atrocités commises par les deux camps, et le conflit a profondément transformé la région. Le traité de Lausanne, qui a suivi en 1923, a établi les frontières de la Turquie moderne et a été suivi d'un échange de population obligatoire impliquant environ 1,5 million de Grecs d'Anatolie et environ un demi-million de musulmans de Grèce. Plus de 100 ans plus tard, alors que les deux nations sont membres de l'OTAN, elles ont sans doute enterré la hache de guerre. N'est-ce pas ? Et officiellement, oui, officieusement, non. En 1974, un coup d'État soutenu par la Grèce a eu lieu à Chypre, au cours duquel la garde nationale chypriote et l'EOCAB, une organisation paramilitaire chypriote grecque, ont renversé le président, l'archevêque Makarios III, et installé Nikos Sapson, une marionnette d'Athènes, s'il en a jamais existé une. L'objectif était simple et aussi flagrant que possible. L'énosis, idéologie ancienne réclamant le rattachement des Grecs hors de Grèce à leur patrie. Le problème, c'est que la Turquie et les Chypriotes turcs utilisaient sur leurs propres termes Taksim, qui signifiait la même chose mais concernait l'unification des terres ottomanes traditionnelles. Lorsque Chypre a été déclarée indépendante en 1960, elle n'a obtenu ni l'énosis ni le Taksim, mais plutôt un compromis vague qui ne satisfaisait aucune des deux parties. 14 ans plus tard, la Grèce a tenté de forcer la décision avec le coup d'État de 1974, mais 5 jours après, la Turquie a envahi. Au départ, elle contrôlait 3% de Chypre, mais après la chute de la junte militaire grecque et l'arrivée d'un gouvernement civil, la Turquie a étendu son contrôle à 37% du territoire chypriote. En août 1974, un cessez-le-feu a été déclaré entre les deux parties et une zone tampon, également appelée la ligne verte, a été établie, divisant encore aujourd'hui Chypre. Les questions de frontières maritimes et les querelles sur l'espace aérien ont été un thème assez constant entre la Grèce et la Turquie depuis 1974 et en 1987, un différend sur les droits d'exploration pétrolière en mer Égée a rapidement dégénéré. Les deux parties ont affiché leur puissance et mobilisé leurs armées avant qu'une intervention diplomatique n'apaise les tensions. En 1996, les deux pays ont eu ce qu'on ne peut qualifier que de crise puérile à propos d'un petit îlot rocheux sans aucune importance réelle, connu des Grecs sous le nom d'Imira et des Turcs sous le nom de Kardak. Tout a commencé lorsqu'un navire turc s'est échoué puis a été remorqué vers un port turc par un bateau grec. Le capitaine grec a demandé une prime de sauvetage, mais le capitaine turc a refusé, affirmant qu'il était en eau turque depuis le début et ne devait rien payer. Il y a eu des échanges sur la souveraineté, mais tout s'est accéléré 1 mois plus tard quand les médias des deux pays ont repris l'affaire. Un groupe de Grecs s'est rendu sur l'île pour y hisser un drapeau grec, puis des Turcs ont fait de même avec un drapeau turc. Des membres du patrouilleur grec Antoyo ont débarqué pour abaisser le drapeau turc. L'ensemble de l'épisode était assez burlesque, mais les deux nations ont de nouveau mis leurs armées en alerte et se sont affrontées. À l'époque, les deux gouvernements, impopulaires et faibles, utilisaient en ce conflit sur une île insignifiante pour gagner facilement des points nationalistes auprès de leur population. Et il y a eu des incidents jusqu'en 2020, lorsque la Turquie a déployé le navire de recherche Horus Reis dans des eaux contestées. Les Grecs ont réagi en envoyant leur marine, qui a été en grande partie suivie par des navires turcs, ce qui a conduit à une collision entre la frégate grecque Limnos et la frégate turque TCG Kemal Reis le 12 ar. Évidemment, chaque camp a accusé l'autre et, un instant, un conflit semblait imminent, mais la raison l'a emporté.
Aujourd'hui, les deux pays ont des relations cordiales, mais il suffirait de peu pour raviver cette querelle de représailles. L'ironie, c'est que tout cela paraît presque entièrement dirigé par les politiciens. Lors des séismes dévastateurs de 1999 et 2023, les équipes de secours ont agi des deux côtés de la frontière, sans distinction entre Grecs et Turcs. Si vous aviez besoin d'aide, l'aide arrivait, peu importe l'insigne qu'ils portaient en main. Nous reviendrons plus tard sur les plaintes régionales, mais penchons-nous un peu plus sur le Typhoon, que vous pouvez deviner signifie typhoon en anglais. Au fond, le Typhon est un missile balistique à courte portée développé par l'entreprise turque de défense Roketsan. Il est lancé depuis une plateforme mobile, utilise du carburant solide et suit une trajectoire balistique vers sa cible, ce qui signifie que le missile est propulsé lors des premières phases du vol avant de poursuivre sur une trajectoire en arc à grande vitesse à travers l'atmosphère. Les informations officielles turques sont limitées, mais quelques détails sont connus. Selon Roketsan, le missile Typhoon standard mesure environ 6 mètres et demi, soit 21 pieds de long, pèse environ 2 tonnes et demie et a un diamètre de 610 mm, soit 24 pouces. L'entreprise affirme que le missile peut transporter diverses ogives, dont des explosifs puissants et charges à fragmentation. Des sources turques précisent que le système dispose aussi de capacités anti-brouillage et d'un guidage satellite pour améliorer la précision. Le vrai sujet de discussion concernant le Typhoon n'est pas sa taille ou son diamètre, mais sa portée. La Turquie décrit officiellement le missile comme ayant une portée supérieure à 280 km, soit 174 miles, ce qui reste vague, mais c'est justement le but. Selon le régime de contrôle de la technologie des missiles, les pays sont plus prudents lors de l'exportation de missiles d'une portée supérieure à 300 km. En ne donnant pas de chiffres précis, la Turquie favorise l'interprétation et évite des complications diplomatiques liées aux missiles longue portée. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur ce qu'est le Typhoon. Selon des responsables turcs et plusieurs analystes de la défense, le missile a parcouru environ 561 km, soit 349 miles, lors de son premier lancement public en 2022. C'était un grand progrès par rapport aux précédents missiles turcs, notamment le missile Bora, généralement estimé à une portée de 280 km, 174 miles. Si vous regardez une carte de la Turquie et de ses voisins, puis tracez un cercle de 561 km depuis la frontière turque, vous verrez que le Typhoon peut atteindre des sites assez importants. Supposons simplement que la situation empire avec la Grèce. Les Turcs pourraient, en théorie, amener un ensemble de Typhoon jusqu'à la côte, les pointer vers l'est et frapper Athènes avec de la marge. En réalité, une grande partie de la Grèce continentale serait à portée en cas de guerre. Mais la plupart des analystes pensent que le Typhoon n'a pas été développé simplement pour renforcer la puissance régionale. Ces dernières années, la Turquie est devenue un acteur clé de l'industrie de l'armement, et le Typhoon pourrait attirer de nouveaux acheteurs. L'insurrection du PKK. Si la Grèce a longtemps été le principal rival de la Turquie, c'est une autre querelle ancienne qui a causé le plus de douleur, coûté le plus et poussé la Turquie à devenir un fournisseur majeur d'armes sur la scène mondiale. En 1978, un homme du nom d'Abdullah Öcalan a fondé le Parti des travailleurs du Kurdistan, mieux connu sous le nom de PKK. Son objectif, plus d'autonomie pour le peuple kurde et, à terme, un État kurde indépendant. Le problème, c'est que le peuple kurde est réparti dans le sud-est de la Turquie, le nord-ouest de l'Iran, le nord de l'Irak et le nord-est de la Syrie. Les Kurdes nomment cette région le Kurdistan, mais aucun pays ne la reconnaît officiellement. On pourrait d'ailleurs faire une vidéo entière sur les Kurdes et le Kurdistan. Cela n'aurait pas sa place sur cette chaîne, mais pour rester dans le sujet, on va faire court. Les Kurdes sont un groupe ethnique iranien autochtone, comptant entre 30 et 45 millions de personnes qui ont été historiquement marginalisées, persécutées, violemment réprimées et assimilées de force. Après la Première Guerre mondiale, les Kurdes ont reçu la promesse de leur propre pays en remerciement de leur aide. Mais ils ont ensuite été trahis par le traité de Lausanne, où leur prétendue patrie a été morcelée et divisée entre plusieurs pays. On peut certainement comprendre pourquoi les Kurdes sont un peu en colère, et donc Öcalan a fini par créer le PKK pour combattre ces pays et enfin établir un véritable Kurdistan. En Irak, cela s'est heurté à la cruauté sadique de Saddam Hussein, notamment lors du massacre de Halabja le 16 mars 1988, lorsque les forces irakiennes ont gazé des milliers de Kurdes dans la ville de Halabja, tuant entre 3000 et 5000 personnes, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Pendant la campagne d'Anfal, en 1989, jusqu'à 4000 villages ont été détruits et plus de 100 000 Kurdes ont été tués par les soldats irakiens. C'était une horreur inimaginable.
Quand Saddam a attaqué le mauvais pays et perdu, la zone d'exclusion aérienne au nord de l'Irak a permis l'émergence du premier Kurdistan. La situation en Turquie a aussi été très sanglante. Remontez aussi loin que vous voulez, vous trouverez des atrocités et une haine profonde. Dans les années 1930, les autorités turques ont commis plusieurs massacres contre les Kurdes après des soulèvements. Les représailles sanglantes dans la région de Dersim en 1937 et 1938 ont même conduit le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan à présenter finalement des excuses officielles pour le massacre de 14 000 Kurdes, un chiffre que les Kurdes eux-mêmes estiment plus proche de 40 000. Dans les années 1970, arrestations arbitraires, exécutions de suspects, usage excessif de la force et torture ont servi à réprimer l'opposition. Il y avait fréquemment des récits de soldats turcs transportant des armes spécifiquement pour les placer à côté des Kurdes tués, utilisés comme justification pour les meurtres. Le PKK a lancé une insurrection dans le pays en 1984 avec des combattants opérant principalement dans le sud-est montagneux de la Turquie. Au début, les combats étaient localisés et impliquaient surtout les forces de sécurité. Dans les années 1990, l'organisation a recours à des kamikazes, souvent des femmes. Ils menaient encore des embuscades contre les bases militaires et policières. Avec des civils visés, la Turquie pouvait plus aisément qualifier le PKK d'organisation terroriste plutôt que de rébellion. Au fil des décennies, le conflit a causé des dizaines de milliers de morts, incluant soldats, policiers, militants du PKK et civils, exerçant une pression constante sur l'armée turque et révélant ses faiblesses à frapper loin de ses frontières. La puissance aérienne pouvait être efficace, mais elle était coûteuse, dépendante des conditions météorologiques et souvent limitée par des considérations diplomatiques. L'insurrection, ou ce que la Turquie qualifiait de terrorisme pur et simple, a également renforcé une leçon que les décideurs turcs apprennent depuis la guerre froide. La dépendance aux fournitures militaires étrangères expose la Turquie à des risques, comme les embargos, restrictions d'exportation et désaccords politiques limitant l'accès aux armes avancées. Ainsi, le gouvernement considérait de plus en plus la production de défense nationale non pas comme une opportunité économique, mais comme une nécessité de sécurité nationale face à l'activité incessante du PKK. Durant la guerre froide et jusqu'aux années 1990, la Turquie dépendait des armes étrangères, surtout des États-Unis et de l'Europe. Son armée, bien que grande, utilisait principalement du matériel importé. En fait, on peut remonter encore plus loin et retrouver le même schéma. En 1922, la Turquie, devenue république, était une nation en déclin, mais qui venait de remporter d'importantes victoires militaires pour fixer ses frontières. Comme mentionné, les Grecs avaient été repoussés et l'Arménie écrasée lors de l'invasion qui a partagé le pays entre la Turquie et la Russie bolchevique. Après la Première Guerre mondiale, les forces françaises ont occupé de grandes parties de Cilicie en Anatolie du Sud, selon le plan allié de division de l'Empire ottoman. Mais les troupes françaises, souvent aidées par des unités arméniennes locales, ont fait face à une insurrection grandissante des nationalistes turcs. Contrairement aux combats à grande échelle contre les Grecs en Turquie occidentale, le conflit avec la France fut surtout une guerre de guérilla, des sièges et des révoltes locales. Des villes comme Maraş, Urfa et Antep sont devenues des centres de résistance acharnés, les forces turques rendant progressivement l'occupation de plus en plus coûteuse. En 1921, la France en eut assez et signa l'accord d'Ankara avec le gouvernement de Mustafa Kemal, quittant la région une bonne fois pour toutes. Bien que la Turquie soit devenue une puissance amoindrie, elle restait animée d'un fort nationalisme. Après la guerre d'indépendance, la Turquie donna priorité à la reconstruction, plutôt qu'à l'acquisition d'armes modernes, et hérita d'une armée équipée de matériel vieillissant, ottoman provenant d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne et de France. Dans les années 1920-1930, la Turquie n'avait pas la capacité industrielle pour produire des armes avancées. Ankara a donc diversifié ses achats d'avions, d'artillerie, de fusils et de véhicules auprès de plusieurs pays européens, poursuivant un objectif clair: limiter la dépendance à une seule puissance étrangère, tout en modernisant progressivement les forces armées de la jeune République. Dans les années 1930, alors qu'Adolphe gagnait en notoriété, la Turquie a accru ses dépenses militaires, sans pour autant vouloir combattre. À l'approche de la guerre, le pays a maintenu une position de neutralité ferme, mais le gouvernement savait qu'une telle position n'était tenable que si elle était soutenue par une armée compétente. La Turquie n'hésitait pas à acheter des chasseurs Hawker Hurricane britanniques, du matériel allemand et de l'artillerie française. Lorsque la guerre a éclaté, le pays a subi d'énormes pressions pour choisir un camp, mais il a maintenu sa neutralité jusqu'aux dernières étapes, lorsqu'il a soudainement rejoint les Alliés. Ils étaient en malin dans leur façon de faire. Au début de la guerre, l'Allemagne fournissait du matériel et maintenait des liens économiques. Puis la Grande-Bretagne et les États-Unis ont accru leur aide militaire pour garder la Turquie proche des Alliés.
Ainsi, lorsque la paix est revenue, la Turquie s'en est sortie relativement indemne, avec une grande armée permanente dotée d'un mélange éclectique d'armes du monde entier. Après la guerre, un autre choix crucial s'imposait, s'aligner avec l'Occident ou l'Union soviétique, déjà aux portes de la Turquie. Les États-Unis ont vu le danger et versé beaucoup d'argent à la Turquie. La doctrine Truman de 1947 a apporté une aide militaire et économique considérable à la Grèce et à la Turquie afin d'empêcher l'influence soviétique de s'étendre en Méditerranée orientale. En 1952, la Turquie a rejoint l'OTAN et est ensuite devenue un des principaux bénéficiaires de l'aide militaire occidentale. Cependant, le problème qui a continué de hanter la Turquie était qu'elle achetait ou recevait toujours du matériel militaire, ce qui, n'est pas forcément une mauvaise chose, mais durant cette période, l'industrie de défense turque restait modeste, et s'est dit très gentiment. En 1988, Roketsan a été créé par le comité exécutif de l'industrie de défense de la Turquie, avec pour objectif déclaré d'établir une institution de premier plan dans le pays pour la conception, le développement et la fabrication de roquettes et de missiles. Les débuts furent lents, souvent tributaire de la production sous licence chinoise, avec le système de lance-roquettes multiple BS-1 comme première acquisition majeure. Grâce à cet accord, Roketsan a acquis une solide expérience dans la production nationale de roquettes d'artillerie, tandis que les ingénieurs turcs ont bénéficié d'une formation accélérée sur la fabrication de moteurs de fusées, l'intégration des ogives et la production à grande échelle. Au début des années 1990, la Turquie se concentrait presque exclusivement sur l'artillerie à roquettes, plutôt que sur les missiles guidés. Mais cela allait changer au fil de la décennie. Le pays devait d'abord développer son industrie, créer des sites de production et former une main-d'œuvre apte à soutenir les ambitions de défense de la Turquie à long terme. Comme dit l'adage, il ne faut pas courir avant de marcher. Ainsi, la Turquie, de manière sensée, s'est concentrée sur la maîtrise de la technologie des fusées à propergol solide, un domaine qui allait devenir l'une des pierres angulaires de l'industrie des missiles du pays. Mais comme tout cela prendrait du temps, la Turquie devait aussi se renforcer immédiatement, ce qui signifiait acheter à l'étranger. En mars 1992, dans le cadre du programme américain de vente militaire à l'étranger, FMS, la Turquie a acheté 80 avions General Dynamics F-16 Fighting Falcon, principalement des F-16C monoplaces, ainsi que des variantes F-16D biplaces. Mais il y avait un certain financement créatif en coulisses. La Turquie avait permis aux forces de la coalition d'utiliser ses bases pour lancer des frappes contre l'Irak pendant l'opération Tempête du désert, avait fermé l'oléoduc irakien traversant son territoire et avait soutenu les opérations d'après-guerre au nord de l'Irak. Mais leur soutien a eu un coût économique lourd pour la Turquie, car elle a perdu les revenus du commerce et de l'énergie avec l'Irak. Un grand merci s'imposait. Mais au lieu que Washington paie tout, l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis ont aidé à financer l'achat pour compenser le soutien turc durant la guerre. L'important pour cette histoire, c'est que tous les avions ont en fait été construits en Turquie. Les entreprises turques ont assemblé des avions, fabriqué des composants, intégré des systèmes et acquis une expérience d'ingénierie qui a ensuite servi aux programmes nationaux de drones, hélicoptères, chasseurs et missiles. De nombreux autres accords ont suivi. La Turquie a noué une forte coopération de défense avec Israël dans les années 1990, aboutissant à la modernisation du F-4E Phantom 2020, à l'amélioration des F-5 d'entraînement et à des systèmes de guerre électronique et de reconnaissance, et à la modernisation des chars M60. La Turquie a également acheté un grand nombre d'hélicoptères d'attaque Cobra, un excédentaire aux États-Unis, tout au long des années 1990 et plus de 200 chars de combat principaux. Léopard 2A4 à l'Allemagne au début des années 2000. Mais les choses ont changé avec un accord majeur annoncé. En 2007, le programme d'hélicoptères d'attaque T-129, basé sur l'A-129 Mangusta italien et développé en partenariat avec AgustaWestland, le projet était conçu pour être construit en grande partie en Turquie par les industries aérospatiales turques. Si l'accord sur le F-16 avait été un début, ceci représentait une autre avancée majeure en matière d'autonomie. Les ingénieurs turcs ont ainsi acquis de l'expérience en concevant, intégrant, testant et produisant un système d'armes moderne, au lieu de l'acheter clé en main. Ankara n'avait donc pas à gérer les restrictions à l'exportation, ni les problèmes de licence qui entravaient souvent les plans turcs. Pour le gouvernement, la leçon était claire. Si le pays voulait une indépendance stratégique, il devait concevoir et fabriquer ses propres armes. Dans la décennie suivante, cette idée s'est répandue dans la défense, stimulant les investissements dans drones, blindés, systèmes navals et programmes de missiles sophistiqués. Le missile Typhoon allait émerger de cette même volonté d'autosuffisance. Le Typhoon n'est pas apparu isolément.
mais il fait partie d'un effort beaucoup plus vaste de la Turquie pour construire toute une famille de systèmes de missiles produits localement avec une portée et des capacités croissantes. Pour comprendre d'où vient le Typhoon, il faut remonter à la salle de rendement ou au Thunderbolt. Bien que la Turquie ait acquis de nombreux armements durant et après la guerre froide, l'accès à des technologies avancées de fusées et missiles est resté difficile. Le pays a tenté d'obtenir une licence pour développer sa propre version du système américain de roquettes d'artillerie 270 MLRS dans les années 1990, mais cette demande a finalement été refusée. À qui s'adresser quand on ne trouve pas de produits américains authentiques ? On se tourne vers la Chine, non ? Les deux pays collaboraient en fait depuis un certain temps. Mais en 1997, dans le cadre du projet Qassar, la Turquie a signé un contrat pour la production sous licence des roquettes chinoises WS-1A et WS-1B. Un an plus tard, le G600T Thunderbolt fait son apparition. Il pesait un peu plus de 2 tonnes, mesurait 6,1 mètres de long, soit environ 20 pieds, et avait un diamètre de 600 mm, soit 23,6 pouces. Il transportait généralement une ogive de 480 kg, soit environ 1000 livres, et avait une portée opérationnelle de 150 km, soit 93 miles. Depuis, 2 améliorations ont été apportées, portant la portée à plus de 900 km, soit environ 560 miles. Le Thunderbolt répondait parfaitement aux besoins de la Turquie, alors que les attaques du PKK s'étendaient hors de leur zone habituelle. Il s'agissait d'un missile balistique à courte portée et à faible coût, qui pouvait être fabriqué rapidement dans le pays et déployé rapidement vers les lignes de front. On estime qu'une centaine ont été construits, mais il fallait vite passer à la version améliorée. Le programme Bora est apparu dans les années 2010 comme la prochaine grande étape de la Turquie dans les missiles balistiques modernes à courte portée. Développé par Roketsan, Bora a été conçu comme une arme tactique de champ de bataille capable de frapper des cibles avec une grande précision à des distances d'environ 280 km, soit 170 miles. Il était basé sur le modèle chinois B611, la Turquie ayant apparemment payé la coquette somme de 300 millions de dollars pour obtenir le droit de construire sa propre version. Le Bora pesait 2 tonnes et demie, mesurait 8 mètres de long et avait un diamètre de 610 mm, soit 24 pouces. Il était monté sur un lanceur mobile, transportait une grosse ogive hautement explosive et était destiné à détruire les centres de commandement, les sites de défense aérienne, les infrastructures et les installations militaires. Le Bora a été largement utilisé au combat. Le 25 mai 2019, la Turquie a annoncé qu'un missile Bora avait été tiré contre une cible du PKK dans les montagnes de Kandil, au nord de l'Irak. La région de Kandil n'est pas un champ de bataille ordinaire, très montagneuse avec vallées et canyons profonds, il est pratiquement impossible d'y trouver quelqu'un. Et c'est probablement exactement pour cette raison qu'elle sert de l'un des principaux bastions du PKK depuis les années 1990. Avant le Bora, la Turquie avait peu de moyens pour frapper des cibles du PKK aussi lointaines, tous avec des capacités limitées. Quant aux opérations terrestres, laissez tomber. Les montagnes de Kandil étaient une position défensive rêvée pour une armée de guérilla, et l'ampleur des pertes pourrait potentiellement être absolument énorme. L'artillerie, bien que puissante et économique, était inutilisable à cause de la distance, notamment pour viser Kandil. Il ne restait donc que les frappes aériennes comme seule option, mais cela comportait de nombreux risques, à cause de la météo et des armes anti-aériennes. C'était aussi bien moins fiable qu'on pourrait le croire. Les cibles pouvaient aisément fuir lors de l'approche aérienne. Le Bora offrait à la Turquie une capacité inédite. Une capacité de frappe de précision capable de toucher en plein cœur du nord de l'Irak, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, en quelques minutes. Une fois les coordonnées trouvées, le lancement était rapide. Le missile atteignait alors Mach 5, une vitesse d'environ 6125 km à l'heure, soit environ 3800 miles par heure, signifiait qu'il y avait peu d'espoir que quiconque puisse s'écarter à temps, parce que c'est vraiment sacrément rapide. Mais ce qui en faisait une telle amélioration par rapport au Thunderbolt, c'était sa précision. La Turquie affirme que le Bora avait une probabilité d'erreur circulaire, ou SUP, de moins de 10 mètres, ce qui signifie que statistiquement, la moitié de tous les missiles tomberaient à moins de 10 mètres des coordonnées exactes. Le Thunderbolt était une arme de champ de bataille imprécise, alors que le Bora pouvait cibler un centre de commandement du PKK à des centaines de kilomètres. Et le Bora s'est avéré être un coup psychologique dévastateur pour le PKK. L'organisation était déjà au bord du gouffre, après des années de pression turque qui avaient presque expulsé le PKK de Turquie vers la Syrie et l'Irak. Cela signifiait que les forces terrestres turques étaient rarement nécessaires, renforçant la popularité du gouvernement turc. L'usage de missiles comme le Bora, des drones, satellites et du renseignement électronique permettait de mener des frappes ciblées très efficaces. Le Bora prouvait que la Turquie pouvait produire un missile balistique sérieux localement et l'exporter.
L'Indonésie est devenue le premier pays à signer un contrat pour le CAN, le nom d'exportation du Bora, en novembre 2022 lors de l'Indo Defense Expo à Jakarta. Aucune information financière officielle n'a été publiée, mais le coût est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Le premier lot est arrivé en 2025, le second étant attendu courant 2026, les Indonésiens ayant désormais nommé leur missile ITBM-600. Et ce n'était pas simplement une vente d'armes. Bien que la Turquie ait prospéré dans le commerce des drones ces 5 à 6 dernières années, la vente du CAN fut son premier missile balistique exporté. Et ça, c'était vraiment très important. Le marchand d'armes en plein essor. Ainsi, après des années d'achats et de cadeaux, la Turquie s'est transformée en l'un des producteurs d'armes à la croissance la plus rapide au monde. Les drones turcs ont attiré l'attention internationale et parfois même la notoriété dans des conflits à travers la Syrie, la Libye, le Nagorno-Karabakh et l'Ukraine. Selon le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié en mars 2025, les exportations d'armes de la Turquie ont augmenté de 103% entre 2015, 2019 et 2020-2024. Dans le même temps, sa part des exportations mondiales d'armes s'élevait à 1,7% sur la même période, ce qui en fait le 11e plus grand exportateur au monde, parmi les 25 plus grands exportateurs d'armes majeurs, selon ce même institut. La Turquie affirme de plus en plus son indépendance technologique militaire face aux puissances étrangères. L'OTAN a observé avec prudence les ambitions de défense de la Turquie ces 10 dernières années, ce qui n'a pas toujours été bien vu par les autres nations. Le pays est un membre vital de la coalition. Mais cela ne veut pas dire qu'il a toujours joué le jeu. La Turquie a autrefois payé cher les armes occidentales, autorisé d'autres pays à utiliser ses bases pour des opérations majeures et respecté les interdictions attendues. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle Turquie. En 2017, la Turquie a signé un accord d'une valeur d'environ 2,5 milliards de dollars pour le système de défense aérienne à longue portée russe S-400, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a été très mal accueilli à Washington, Londres, Paris, enfin, choisissez la ville que vous voulez. La Turquie voulait le système Patriot américain, mais des désaccords sur le prix, la technologie et la production locale l'ont poussé à tourner le dos aux États-Unis et à choisir le seul pays qui les mettrait en colère. À présent, des systèmes de défense aérienne russes protègent un pays de l'OTAN. Ce n'est pas une bonne image, mais le gouvernement turc ne semble pas s'en être soucié. Malgré l'annonce du retrait de la Turquie du programme F-35 par les États-Unis, puis les sanctions contre l'autorité turque d'approvisionnement pour ses liens avec la défense russe, la Turquie a réagi avec indifférence et tout a continué. La Turquie a aussi marqué les esprits par ses opérations en Syrie, bombardant massivement Daesh, tout en s'en servant d'excuses pour frapper simultanément les restes du PKK. Certains pays européens ont limité temporairement les exportations d'armes vers la Turquie après l'offensive de 2019, ce qui n'a fait que renforcer sa détermination. Elle avait besoin d'une industrie de défense nationale pouvant équiper ses forces armées sans dépendre de gouvernements étrangers susceptibles de retarder ou annuler des programmes d'armement en cas de détérioration des relations. De plus en plus, elle était prête à jouer le rôle du joueur rusé qui obtenait ce dont il avait besoin des deux côtés. Mais elle faisait des affaires à la fois avec la Russie et l'Ukraine, agaçant les deux au passage, restant membre de l'OTAN tout en achetant des armes à l'ennemi juré et en irritant les Grecs, les Français, les Suédois et ainsi de suite. En 2022, après avoir testé le Typhoon, le président Erdogan a déclaré publiquement « Maintenant, nous avons commencé à construire nos missiles ». Bien sûr, cette production effraie les Grecs. Quand on dit Typhoon, le grec a peur. Ils ont dit que ça frappera Athènes. Bien sûr que ça la frappera. Fin de citation. C'est maintenant une nouvelle Turquie audacieuse, et apparemment elle fera tout ce qu'elle veut. Typhoon 2.0. Récemment, les salons de la défense turque présentent des projets de missiles plus grands et ambitieux. L'un des plus discutés était Sank, un autre système de missiles balistiques qui aurait été conçu pour une portée encore supérieure à celle du Typhon. Les informations sur Sank sont très limitées, mais des responsables turcs et des médias suggèrent qu'il s'agirait d'un missile d'une portée de plus de 2000 km, 1240 miles. Si cela est vrai, la Turquie rejoint l'élite mondiale des grandes puissances en missiles. En avril 2026, la Turquie a publié une image du président Erdogan debout devant une série de missiles, accompagnés de leur nom. Le plus grand, supposé être le Seng, n'avait pas de nom. Mais toute la scène était à peu près aussi subtile que si Erdogan avait été photographié avec une paire de lunettes de soleil, une cigarette pendue à la bouche, le majeur levé, portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Nique la Grèce et nique le PKK ».
Le nom Seng signifie guerre ou bataille en turc, ce qui explique pourquoi la Turquie souhaite ces armes s'il restait un doute. En ce qui concerne le Typhoon, il a également reçu une importante mise à niveau hypersonique avec le Typhoon Block 4, dévoilé publiquement au salon de la défense IDF à Istanbul en 2025. Le missile a immédiatement attiré l'attention en raison de sa taille. Comparé au Typhoon original, le Block 4 semblait énorme. Selon les rapports, le missile mesurait environ 10 mètres, soit environ 32 pieds d'eau de long, et pesait près de 8 tonnes. Il était nettement plus grand que la version précédente, qui pesait près d'un tiers de ce poids. L'augmentation était si importante que certains y voyaient non moins une simple amélioration qu'un tout nouveau missile partageant le nom Typhoon. Nous spéculons beaucoup, mais il est probable qu'il ait une portée accrue, une ogive plus lourde ou des systèmes de guidage et de vol plus sophistiqués. Ou peut-être simplement les trois réunis pour faire un peu plus suer Athènes un peu plus. Il semble que la portée minimale serait d'au moins 1000 km, certains suggérant qu'elle pourrait atteindre jusqu'à 3000 km à des vitesses allant jusqu'à Mach 10. Cela représente environ 12 000 km à l'heure, soit environ 7600 miles à l'heure. Maintenant, écoutez, il faut garder à l'esprit qu'une partie de cela pourrait être du bluff destiné à exagérer les capacités à l'extrême, mais en réalité, on ne sait tout simplement pas. Ce que nous savons, c'est que la Turquie moderne est arrivée et qu'elle se moque de ce que vous pensez d'elle ou du club auquel vous pourriez appartenir. Typhoon représente l'aboutissement d'un changement séculaire, passant d'un État dépendant des armes étrangères à un pays de plus en plus capable de concevoir, fabriquer et exporter les siennes. La Turquie est maintenant armée jusqu'aux dents et, pour le bon prix, pourrait être disposée à vous laisser parcourir son catalogue d'armes en constante expansion. Merci pour le catalogue.